ces enseignants, ces instituteurs en garde contre le danger de faire passer leur savoir pour des croyances. En disant, si vous, instituteurs du peuple, instituteurs de la laïque, vous enseignez les savoirs, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient géographiques, qu'ils soient mathématiques, qu'ils soient littéraires comme des croyances, vous serez avec vos élèves croyance contre croyance, vous ne serez plus dans l'école publique, vous retournerez dans l'école privée, vous retournerez dans l'école confessionnelle. L'école publique, quand elle renonce à démontrer les savoirs et qu'elle les impose comme des croyances, redevient confessionnelle. Et Buisson ajoute, parce qu'il était un partisan de ce qu'on appelle la leçon de choses à cette époque-là, quand le maître amène en classe un faisan empaillé ou une balance Roberval, c'est les deux exemples qu'il prend, ça n'est pas pour amuser les élèves. Il amène une balance en Roberval ou un faisan empaillé, tout simplement pour que les élèves n'aient pas à croire le maître sur parole. Il le dit actuellement. Parce qu'on ne croit pas le maître sur parole. Parce que la caractéristique de l'école publique, c'est que la vérité d'un discours n'est jamais relative au statut de celui qui l'énonce. Ce n'est pas parce que le maître est le maître qu'il a raison, le maître a raison parce qu'il démontre le mieux. Sinon, nous serions dans un rapport de force de quelqu'un qui impose ses croyances à des gens qui seraient obligés de les absorber et d'y obéir. Nous serions donc revenus en arrière par rapport à l'école publique, à celle que nous voulons mettre en place. C'est donc ça d'abord l'école publique, pour Ferdinand Buisson, le grand penseur de la laïcité. C'est aussi simultanément la formation à la liberté. Et la formation à la liberté, elle passe par la distinction entre les croyances et les savoirs, mais elle passe aussi par quelque chose qui va se construire lentement, qui est la capacité d'interroger les évidences. Et d'interroger en particulier les évidences quand elles prennent la forme de l'autorité. L'école publique, c'est très curieux de lire ça aujourd'hui, dans des textes de 1883. C'est une école anti-autoritaire. C'est Ferdinand Buisson qui écrit cela. C'est une école qui permet aux enfants de ne pas obéir les yeux fermés. Alors vous me direz, on en est loin, les enfants n'obéissent pas les yeux fermés. Aujourd'hui, ils obéissent à rien. Hein? Mais c'est pas vrai. Je sais pas, ici, dans les Ardennes, moi je suis en région Rhône-Alpes, hein, et je peux vous dire qu'entre le 24 juin 2016 et le 13 juillet 2016, 96% des adolescents se sont mis à chercher des Pokémon. Je peux donc vous dire que l'obéissance a de beaux jours devant elle. Simplement, les enfants n'obéissent plus aux autorités instituées auxquelles on aimerait qu'ils obéissent. À qui obéissent nos enfants aujourd'hui? À Monsieur Nintendo. Hein? Mais ils obéissent. Et ils adorent obéir. Ils adorent obéir. J'ai fait une enquête il y a pas très longtemps sur les comportements des jeunes dans les groupes un peu difficiles, les bandes, les gangs, les groupes de banlieue tels qu'on les imagine en général. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans ces groupes? J'ai découvert des jeunes qui adhéraient à ces groupes, qui s'aliénaient à ces groupes au sens propre, qui sacrifiaient tout à ces groupes, qui ne pouvaient pas s'en éloigner, qui étaient à genoux devant le chef, qui s'habillaient comme on leur disait, qui prenaient leur conjoint dans le groupe, qui aimaient ce qu'aimait le groupe, qui ne faisaient rien qui ne soit pas labellisé par le groupe. J'ai découvert des jeunes qui étaient totalement vassalisés par le groupe. Et quand j'ai discuté avec ces jeunes, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit?
ils m'ont dit que ça n'avait pas d'importance, que cette obéissance-là, ils l'assumaient pleinement, parce que ce groupe leur donnait quelque chose de plus important que la liberté, c'était l'identité et la sécurité. Et que, à leur avis, à leurs yeux, il n'existait pas d'autre groupe qui leur donne à la fois l'identité et la sécurité et leur permettent de garder leur liberté. Et que donc, après tout, aller s'aliéner à ces groupes-là, qu'ils soient religieux, musicaux, qu'ils soient dans le banditisme ou dans n'importe quel autre domaine, aller sacrifier sa liberté, du moment qu'on en obtenait de l'identité, de la fierté, de l'identification, diraient les psychologues, et qu'on en obtenait la sécurité, la protection, eh ben, c'était l'idéal. Et ça, les fondateurs de l'école publique l'ont déjà compris. Ils ont déjà compris que la liberté, ça ne va pas de soi. Que la liberté, ça se gagne, que ça se conquiert, que ça demande du courage. Parce que, spontanément, ce que font nos enfants, ce que font ces adolescents que je viens de décrire, c'est pas d'exprimer leur liberté, c'est d'aller s'aliéner à un pouvoir. Alors, pas celui que nous voulons, mais à un pouvoir. Le pouvoir des marques, le pouvoir des chefs, le pouvoir des gourous, le pouvoir de certains sites, le pouvoir de toute une série de gens qui tirent les ficelles dans les couloirs et dans les arrière-cuisines et qui font autorité sur nos jeunes aujourd'hui, même si nous le regrettons et même si nous préférons que nous aurions préféré que ce soit nous. Donc l'école publique est une école qui distingue le savoir et le croire, c'est une école qui forme à la liberté et qui va permettre en principe de s'émanciper de toutes les formes d'emprise sur les sujets, l'emprise, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle se passe par la séduction, qu'elle se passe par la force, elle va permettre de s'émanciper de cela, et elle est formation à la liberté, mais c'est aussi, troisième élément, à la naissance de l'école publique, c'est l'incarnation du bien commun. Alors là, les choses deviennent un peu plus complexes, parce que le bien commun, ça bouge. À l'époque de Jules Ferry, le bien commun, c'est la construction de l'État-nation. Jules Ferry a lui-même été traumatisé par deux événements importants. La défaite de Sedan, 1870, la France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Et deuxième élément important qu'on oublie parfois, la Commune de Paris, 1871, le peuple de Paris qui boute en dehors de la capitale le pouvoir institué. Et par rapport à cela, Jules Ferry, il a comme projet de construire la nation, l'État-nation. Et il va y mettre le paquet. Il va y mettre le paquet dans les programmes, en enseignant le roman national, et pour le coup là, c'est le roman national, en enseignant la France dans ce qu'elle a de plus mythologique. C'est le moment où on fait lire à tous les enfants le Tour de France par deux enfants, en mettant en place dans toutes les écoles des bataillons scolaires. Les enfants d'école primaire apprennent à manipuler des baïonnettes en bois ou en carton, le plus souvent en bois. Jules Ferry fait apprendre par cœur et chanter les chansons de Déroulède, le grand nationaliste de l'époque. Nous n'aurons pas, ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine. Et Jules Ferry veut construire cet État-nation. Alors il a un outil pour ça fantastique, c'est l'école qu'il vient de construire, et c'est la langue. Et il va y mettre le paquet sur la langue. En l'espace de 20 ans, il va à peu près imposer le français à toutes les provinces françaises. Ça va être dur,
Pierre Jacek-Elias raconte comment ça s'était passé, comment ça se passait en Bretagne. Hein, chaque fois qu'un petit breton disait un mot de patois, on dirait aujourd'hui une langue régionale, eh ben on lui mettait le collier de cheval, l'énorme collier de cheval, qui pèse très lourd. Et chaque fois que notre enfant disait un mot de patois, on le passait à l'enfant en question. Et le dernier enfant qui avait dit un mot de patois dans la journée rentrait chez lui avec le collier de cheval, la honte du village, sous les huées de tous les autres enfants, et revenait le lendemain matin avec le collier de cheval. Mais ça a été très efficace. En 20 ans, tous les petits Français ont parlé la même langue. Ils ont parfois continué à parler aussi le patois, mais ils ont parlé la même langue. Et à cet égard, on peut dire, c'est pas une erreur historique que de dire que Jules Ferry a participé à gagner la guerre de 14-18. Parce que si les soldats ont pu communiquer dans les tranchées et obéir aux mêmes ordres, c'est parce qu'ils comprenaient la même langue. Et que s'ils n'avaient pas compris la même langue, ça aurait été beaucoup plus compliqué de constituer l'armée française, y compris quand cette armée est allée conquérir les colonies à l'étranger. Donc dans un premier temps, le bien commun, ça a été la construction de l'État-nation. Et c'était assumé. Il n'y avait pas l'ombre d'une difficulté. La guerre de 14 passe, elle est ravageuse, les morts par millions, émerge une autre idée. Les compagnons de l'Université Nouvelle disent non, ça suffit le récit national, ça suffit l'État-nation qui est conquérant. Non, les enfants ont souffert, les pères ont souffert dans les mêmes tranchées. Il faut que les enfants étudient sur les bancs de la même école. Le bien commun, c'est la fraternité. Et on va voir monter dans les têtes, dans les idées, cette idée que le bien commun, ça n'est plus l'État-nation guerrier, c'est la fraternité française. Cette fraternité va fonctionner, et elle va fonctionner relativement bien même. Alors évidemment, il va y avoir des soubresauts, l'extrême droite va ne pas être totalement d'accord, je vous passe sur les détails, vous connaissez tous l'histoire, mais cette fraternité va fonctionner suffisamment pour être relayée bientôt par l'intégration économique. Le bien commun, ça va être l'intégration économique. L'école va former à un métier ou à la capacité d'exercer une fonction dans le village ou dans la ville. Alors, l'école publique, j'ai dit ces trois choses. C'est la séparation du savoir et du croire, c'est toujours d'actualité. C'est la formation à la liberté, c'est plus que jamais d'actualité. Et c'est la capacité de construire du bien commun à partir des intérêts individuels, bien commun qui puisse être opposé en quelque sorte aux intérêts individuels. Et là, nous peinons. Nous peinons parce qu'après l'État-nation, après la fraternité d'après 14-18, après l'intégration par l'économie, le bien commun, on ne sait plus très bien où il est. Et quand on ne sait plus très bien où est le bien commun, eh bien, les intérêts individuels risquent de prendre le dessus. Je racontais tout à l'heure aux étudiants de l'ESP que moi je suis rentré à l'école à peu près comme aujourd'hui je rentre dans un avion. C'est-à-dire que je boucle ma ceinture de sécurité et qu'à aucun moment je n'ai de velléité de frapper à la porte de la cabine de pilotage pour expliquer au pilote qu'il doit virer à gauche, virer à droite, mettre les gaz, se méfier de l'orage ou appuyer sur tel ou tel bouton sur son tableau de bord. Je n'y connais rien, je le laisse faire. Moi-même, c'est ainsi que je suis rentré dans l'école. J'étais enfant dans une famille de droite, voire d'extrême droite, pétainiste, royaliste. Mes parents m'ont confié à un instituteur communiste dans l'école publique.
Quand mon instituteur me donnait une gifle, mon père m'en redonnait 3. Quand mon instituteur me donnait une punition, mon père la redoublait. Et si, à la fin de la 7e, mon instituteur avait dit le petit Mérieux, il doit aller à un enseignement professionnel parce qu'il ne peut pas aller en 6e, mon père aurait obéi, le petit doigt sur la couture du pantalon. En dépit de sa différence idéologique majeure, mais parce qu'il était convaincu que l'école incarnait le bien commun, que l'institution incarnait le bien commun, et qu'il avait à obéir à cette institution. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en est plus là. Et que tous les parents sont là, à taper à la porte du pilote pour demander si, est-ce que c'est bien la bonne méthode de lecture, est-ce que mon fils il n'a pas été ici ou là un peu désavantagé par la notation, est-ce que l'exemple qui a été pris là, c'est le bon exemple, et on n'aurait pas mieux fait d'enseigner la géographie autrement, et puis... est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une école qui serait meilleure pour lui, parce que là, quand même, etc., etc. Nous sommes devant une situation où les intérêts individuels sont là, mais où l'instituteur, le professeur des écoles, le professeur, ne sait plus trop quoi brandir pour dire « oui, mais vos intérêts individuels, c'est bien, mais il y a le bien commun pour lequel... je vous demande de renoncer à vos intérêts individuels. » Oui, oui. Il me demande à renoncer à mon intérêt individuel pour le bien commun. Oui, oui, d'accord. Par exemple, tout le monde est pour la mixité sociale, mais essentiellement pour les enfants des autres, quand même. Hein? Le bien commun, on en veut tant que ça ne met pas en péril notre propre progéniture. Et je vous en parle d'autant plus librement ayant été très longuement enseignant, je sais que moi-même et mes collègues sommes avec nos propres enfants, exactement comme les enfants des autres, sauf qu'on est un peu plus habile, parce qu'on sait ce qui agace les collègues, et que donc on fait la même chose que tous les parents, mais d'une manière un peu plus subtile. Et donc... ce à quoi nous nous trouvons confrontés aujourd'hui, c'est quand même à une crise de ce bien commun qui nous interpelle, Alors, troisième série de remarques, on a vu apparaître récemment une forme de bien commun qui est reprise très largement par les candidats aux différentes élections, et qu'on a formulé sous le nom d'égalité des chances. Alors l'égalité des chances, c'est bien. Mais enfin, il y a quand même la Française des Jeux pour ça. L'égalité des chances, c'est surtout l'inégalité instituée. La République, l'école publique, ça n'est pas l'égalité des chances. C'est l'égalité des droits, et en particulier du droit à l'éducation. L'égalité des chances, c'est quoi? C'est mettre sur la même ligne de départ un cul-de-jatte et un marathonien, tirer en l'air et dire que le meilleur gagne. Ça, c'est l'égalité des chances. Cette égalité des chances, nous voyons bien qu'elle est épuisée. Plus personne n'y croit. Plus personne n'y croit, et d'ailleurs, toutes les statistiques montrent qu'elle est une imposture, et qu'elle n'a jamais été autant une imposture. Puisque s'il y a un enseignement que l'on peut retenir des tests PISA, et Dieu sait que je les critique par ailleurs, c'est que la France est un pays qui ne cesse de voir croître les inégalités entre les bons élèves et les mauvais, inégalités qui sont massivement corrélées aux origines sociales. Donc, l'égalité des chances est de toute évidence une imposture. Ce qui ne serait pas une imposture, ce serait de profiler un commun autour de l'égalité des droits à l'éducation. Alors, ce qui est intéressant, c'est faire un peu d'histoire récente, de 2005. Vous étiez tous nés.
2005, c'est pas si vieux que ça, deux lois.